bienvenue à Afrique 24. Nous recevons aujourd'hui un journaliste politique qui fut conseiller député chef d'État. On va commencer par le premier. Il a conseillé Blaise Compaoré au Wade Diouf. Il a conseillé tous les éléments qui étaient dans son catalogue. Monsieur le Président Bozizé. Je parle bien sûr de Monsieur Bernard Doza. Il est ambassadeur à Paris. Il nous fait l'honneur de nous accorder des séances une petite interview. Monsieur Bernard Doza, bonjour. Bonjour, monsieur Babé. Est-ce que vous allez bien? Très bien. On voit par ici, on voit un petit peu dans les émissions, et on sent réellement qu'il y a un buzz qui a été créé, je crois bien, en Côte d'Ivoire. On parle de l'arrestation de Lida Kwasi. Dans une interview, votre nom a été cité. On a du mal à comprendre. Vous finissez de faire l'interview directement. Lida Kwasi, en fait, quoi est arrivé? Bon, d'abord, je voulais remercier les Ivoiriens qui sont aujourd'hui dans la diaspora, et dont certains, aujourd'hui, sont dans la souffrance. J'ai constaté en arrivant à Paris que la mort des Ivoiriens avait augmenté. Les Ivoiriens aujourd'hui sont enclins au suicide. Ils meurent d'AVC, des maladies qu'on ne connaissait pas. Mais c'est dû au fait que la Côte d'Ivoire a été bombardée. Même, cela a atteint les Ivoiriens même qui étaient très loin du territoire. Et je vois la souffrance de chaque Ivoirien. C'est pour cela que, quand je suis arrivé, ayant vu que beaucoup de farceurs ont profité de l'émotion suscitée par l'arrestation de Laurent Gbagbo pour se hisser au devant de la diaspora, comme soit porte-parole, comme soit chef de guerre, comme soit des gens qui pourraient amener la libération nationale et qui ont utilisé l'émotion encore une seconde fois pour prendre beaucoup d'argent avec les Ivoiriens de l'Hexagone. Cet argent, certains ont donné même leur salaire, d'autres ont donné ce qu'ils avaient en eux de plus cher, d'autres cotisaient même pendant des semaines, des mois et des mois. Et à la fin, depuis le 11 avril 2011, nous sommes en novembre 2014, rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire de concret, malgré toutes les cotisations que les Ivoiriens ont fait. Raison pour laquelle vous êtes allé voir Lida Kwasi pour lui demander conseil. Raison pour laquelle j'ai tenu à dire aux Ivoiriens que la question de la libération de la Côte d'Ivoire, là, ce ne sont pas les cotisations individuelles de Paris qui peuvent y arriver. Mais c'est quoi alors? Moi, je vais voir le ministre Lida Kwasi qui est un spécialiste, je lui ai posé la question. Savoir combien il nous fallait pour libérer la Côte d'Ivoire. Et Lida Kwasi m'a dit il faut au moins 4 milliards. Donc moi je pense que les 4 milliards là, c'est la somme que chaque Ivoirien doit rechercher pour la libération nationale. En dehors de cette somme-là, ce n'est pas la peine de cotiser aux mains des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes allé voir Lida Kwasi, vous lui avez posé la question. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut 4 milliards. Il faut combien? C'est lui qui a donné. 4 milliards. Voilà. Et directement, il s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire. Quelques jours après, il s'est fait arrêter. Est-ce que ce n'est pas par rapport, bien sûr, à l'interview que vous avez accordée? Il y a des individus qui ont pensé et qui ont préféré que ce soit écrit comme ça et qui ont écrit sur des sites internet, repris par des journaux ivoiriens, que l'arrestation de Lida survenue au lendemain de la publication de l'interview de Doza serait peut-être à l'origine de l'arrestation de Bernard Doza. Et à Abidjan, d'ailleurs, j'ai fait une mise au point pour expliquer que d'abord, je suis allé voir Lida à Lomé parce qu'il était un spécialiste de l'armée. Mais Lida lui-même déjà avait été arrêté à Lomé en 2012. Voilà. Et déporté à Abidjan. Pour des faits similaires. Non, on l'a accusé de préparer un coup d'État. Bon, maintenant quand il est arrivé à Abidjan, est-ce que, malgré qu'il soit à Abidjan, et même avec une épée de Damoclès de l'armée, de la justice ivoirienne sur sa tête, est-ce qu'il a renoncé? C'est là qu'il faut se poser la question. On a vu dans certains journaux ivoiriens, c'est vrai que je n'ai pas quand même tous les noms, on dit que Lida Kwasi finançait parfaitement une milice, surtout en Côte d'Ivoire, pour pouvoir déstabiliser le régime de l'intérieur. Ce qui est normal contre Ouattara, ça c'est petit, ça c'est rien. Mais comment est-ce que vous pouvez dire ce qui est normal comme Ouattara? Nous sortons, M. Doza, d'une turbulence politique. On a vu que les leaders charismatiques comme Babolora et Alassane Ouattara se sont affrontés. Le petit peuple, en fait, compte a payé le prix fort. Et encore, on parle encore de soulèvement, de coup d'État. Je crois qu'il faut faire une analyse. Et pour faire l'analyse, il faut d'abord rappeler les faits. Le 19 septembre 2002, une rébellion armée par Arma Jaro, la multinationale que dirige le beau-fils de Ouattara, Loïc Folorou, le fils de sa femme, finance une rébellion entretenue au Burkina Faso par Blaise Compaoré.
Cette rébellion vient avec des armes qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. Ils frappent le matin, à 4 heures du matin, le peuple de Côte d'Ivoire, à commencer par Abidjan. Les mitrailleuses sont mises devant l'école de police, où tous les étudiants qui sortent de l'école de police sont fauchés par des mitrailleuses. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu qu'Alassane Ouattara, parce que la Constitution n'a pas voulu qu'Alassane Ouattara soit candidat en l'an 2000 contre les Babos, les Guèye et les autres. Donc, comme Ouattara n'a pas été candidat, il faut empêcher la Côte d'Ivoire d'exister. Voici ce que Ouattara a fait en 2002. Ouattara, vous dites que voici ce que Ouattara a fait en 2002. Mais en 2002, si j'ai bonne mémoire, c'est Soro Diop qui a revendiqué cette rébellion. Il vous a même appelé. Il y a quand même une sorte de confusion. C'est pas Ouattara qui a revendiqué la rébellion, c'est Soro Diop. Et aujourd'hui, on voit Lida Kouassi. En fin de compte, par rapport au passé, donc vous dites clairement que si Lida Kouassi aurait une envie de coup d'État. Non, j'ai dit que Lida Kouassi a le droit, le devoir en tant qu'Ivoirien. Il a le droit réellement de faucher le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il a le droit de faire ce qu'il considère comme normal. Non, normal. Quand on a affaire à un assassin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort quand même le mot que vous utilisez? Vraiment. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je dis que Ouattara, c'est une bonne qui garde un bébé gentiment? C'est un criminel. Je le répète, j'ai dit que c'est un homme froid, c'est un calculateur, c'est un homme de l'argent, c'est un homme de salon. Il ne connaît pas le village, il ne connaît pas le peuple de Côte d'Ivoire. Donc il paye pour tuer. Il a tué. Ce qu'il veut, c'est le fauteuil présidentiel. Pour mettre cela sur sa carte de visite. Lorsque vous parlez que Ouattara paye pour tuer, aucune preuve, même le président Gbagbo Laurent n'a apporté aucune preuve contre lui. Il y a quand même celui-là même qui a revendiqué des rébellions. Il y a quand même un paradoxe par rapport à ça, vous dire. Maintenant, je vais vous faire pour la première fois le lien. Je vais vous faire pour la première fois le lien entre Soro et Ouattara. Quand Soro Guillaume est venu à Paris, en 1999, il était poursuivi par Konan Bédé qui voulait l'arrêter au nom de la loi anti-casseur. Quand Soro Guillaume est arrivé, il est venu chez moi avec Marcel Aïpo. Quelle était son angoisse? Il était arrivé à Paris. L'OFPRA ne voulait pas lui donner un titre de séjour, même pas un titre de réfugié, parce que la Côte d'Ivoire, pour l'OFPRA, n'était pas une dictature. Donc, l'OFPRA a proposé à Soro Guillaume, s'il veut obtenir un titre, ne serait-ce qu'un titre minimal pour vivre en France, il fallait déposer une somme de 40 000 francs français comme dépôt à l'OFPRA. Il est venu chez moi à Marcel Aïpo. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je lui ai dit, mais à Paris ici, je ne connais aucun Ivoirien qui peut débloquer 40 000 francs pour te donner et aller déposer à l'OFPRA. On a discuté avec Marcel Aïpo. Aïpo m'a dit, ah, mais écoute, je vais essayer de l'amener chez Gims Senac, qui était le conseiller en communication d'Alassane Ouattara en 1999 avec Alain Toussaint. Donc, je vais essayer d'amener Soro Guillaume là-bas. Donc, il a amené Soro Guillaume là-bas. Là-bas où? À l'avenue Kléber, où Ouattara venait d'ouvrir un cabinet de communication avec une somme de presque 4 à 5 milliards de francs CFA pour arroser toutes les rédactions de Paris avant le coup d'État de 1999. Et c'est Gims Senac et Alain Toussaint qui géraient ce cabinet de communication avec Dominique Ouattara en arrière-plan. Chez qui, chaque soir, il partait faire un compte rendu à Victor Hugo chez Dominique Ouattara. Donc, c'est Gims Senac et Alain Toussaint qui ont convaincu Dominique Ouattara qu'il fallait donner les 40 000 francs français à Soro Guillaume pour aller déposer cet argent à l'OFPRA. Voilà comment Soro Guillaume a eu son titre de séjour. Donc, c'est normal que Soro Guillaume maintenant arrivé à Abidjan, à Derweirder, alors qu'il était avant FPI. Voilà comment il a adhéré non seulement au RDR, à la jeunesse du RDR, mais il était même candidat aux élections législatives, dont il était le numéro 2 d'André Diabaté comme colistier pour les législatives pour la section de Port-Boué. Donc, clair, si on a bien compris, par rapport à la somme que Soro Guillaume a reçue, c'est Alassane Ouattara, comme vous le dites, qui a eu à financer cette rébellion. Raison pour laquelle Soro Guillaume a lui-même déclaré
avoir organisé des réunions du MPCI à Abidjan au lendemain de décembre 2000, lorsque la candidature de Ouattara a été rejetée par la Cour suprême. Mais aujourd'hui, on ne dit pas que c'est le passé. On parle de votre ami et frère Lida Kwasi. Est-ce que par rapport, bien sûr, à tous ces événements, vous dites aussi que c'est tout à fait normal pour Lida Kwasi de rendre la... Quand je vois le cheminement de Ouattara et ses amis, et y compris l'arrestation spectaculaire de Laurent Gbagbo devant les caméras, je pense quand même que ce que Lida fait, c'est rien du tout. Moi, je peux comparer ça à l'amusement d'une grand-mère qui est fâchée contre quelqu'un qui a frappé son enfant dans la cour. Ce n'est rien ça. Qu'est-ce que Lida Kwasi peut faire avec des miliciens contre 4 armées étrangères qui sont en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un amusement. C'est pour ne pas qu'on dise que rien ne s'est fait contre Ouattara, que Lida Kwasi est en train de se sortir des sueurs. C'est rien ça. C'est rien. Blaise Compaoré, ça vous dit quelque chose? Parce que oui. Vous étiez son conseiller spécial. Après la mort, bien sûr, de Thomas Sankara, ouais. Vous qui vous dites que vous êtes révolutionnaire, vous êtes dépêché directement à les conseiller un putschiste. Monsieur Bernard Doza. C'est le terme qui convient. Vous êtes journaliste, vous êtes conseiller des chefs d'État, et on a du mal à comprendre que vous conseillez par exemple quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Aujourd'hui, il est parti. Quel est votre sentiment? Je continue encore à rappeler que nous étions dans le parti unique. On combattait le chef de la France-Afrique, en Afrique francophone, Sadou Koubouni. J'ai été arrêté en septembre 1983 à Paris par la police française à la Messie, où j'habitais, parce que j'ai reçu Amédée Pierre. Et Amédée Pierre, dans l'explication de ses chansons, a dérivé sur les massacres de Gagnois. Et dans l'explication, il a encore poursuivi en disant que les BT qui avaient soutenu Houphouët-Boigny en 1945 pendant les élections législatives pour la députation au Palais Bourbon, qui a eu la caution des BT avec Étienne Dioma dans Luc aussi, les BT ont été jetés sur le chemin comme la carpe qui a été tirée de l'eau, utilisée et après jetée au moment du repas sur la route. J'arrive. Donc, Amédée Pierre, pour avoir dit cela, les propos rapportés à Oufoué ont mécontenté le despote de Yamoussoukro et on m'a arrêté le lundi suivant, m'a amené à la police où j'ai dormi. Ça fait 48 heures de garde à vue, avant l'arrivée de Gbagbo à Paris. Donc, il nous fallait combattre Houphouët-Boigny. Alors moi, quand il y a eu le coup d'État du 15 août 1987, j'ai organisé une émission à Paris, où les auditeurs ont appelé nombreux. Et Guy Laberty a appelé. Guy Laberty, c'est l'ami de Gbagbo Laurent, chez qui Gbagbo dormait à Ivry ici. Guy Laberty, qui était en même temps dans le pouvoir du Burkina Faso avant l'assassinat de Sankara, et qui a même écrit que les militaires avaient fait des règlements de compte internes dans sa revue qu'on appelle les 2A. Guy Laberty, qui revenait donc du Burkina, et à qui Blaise avait donné des documents confidentiels pour expliquer les raisons du coup d'État. Guy Laberty a appelé en insistant qu'il voulait assister à l'émission. Il est venu à l'émission, et c'est sur le plateau de l'émission qu'il a étalé les documents qui démontraient que Sankara avait déjà signé des engagements, Sankara avait déjà signé des décrets dans lesquels il était question de précipiter une action pour éliminer tous ceux qui étaient en contradiction avec lui. Donc Blaise et ses amis, surtout Gilbert Diendéré, ayant senti le vent tourner, ont décidé de prendre les devants. C'est comme ça qu'ils ont envoyé un commando à 16h au conseil de l'attente, où Sankara était en réunion avec son cabinet spécial, et ils ont tué tout le monde. Donc, c'est Guy qui est venu avec ce document pour démontrer à l'auditoire que Blaise n'a fait qu'une action de légitime défense. Et c'est Guy qui est parti avec cette cassette au Burkina Faso. Et quand Blaise Compaoré a écouté la cassette, il a dit à Guy, amène-moi le journaliste. Voilà comment je suis allé au Burkina. Je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui,
avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé, les deux, de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir, en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser. Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé en bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakuda qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent, mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je n'ai pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Voilà, j'ai mal à comprendre. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, pour aller voir Gbagbo. Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Voilà un peu sur la question de Blaise Compaoré. C'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat. Est-ce que vous vous mettez à l'intérieur de ce contrat aussi? Non. Je n'ai même pas assisté à l'édification du contrat. Blaise Compaoré est parti chasser du pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça ne me regarde pas. C'est le peuple burkinabé qui a décidé de son sort. Moi, j'ai fait un travail de communication et puis bon, mon travail étant terminé, je suis parti. Je ne suis pas burkinabé. D'ailleurs, même quand j'étais là-bas comme conseiller, beaucoup de burkinabés se plaignaient qu'il y a quand même des burkinabés qui sont assez compétents. Pourquoi est-ce qu'on prend un Ivoirien pour conseiller le président? Donc je suis parti. Bah voilà, on ne comprend pas parce que vous conseillez par exemple ceux-là même qui prennent le pouvoir par la force. Vous avez conseillé Blaise Compaoré, vous avez conseillé Bozizé. Je n'ai pas conseillé Compaoré pour prendre le pouvoir par la force. Non, vous avez conseillé Compaoré lorsqu'il a pris le pouvoir par la force. Vous avez conseillé Bozizé. On a du mal à comprendre. Voici un journaliste intellectuel et surtout qui défend une sorte de souveraineté nationale un peu partout, et des nationalistes, conseiller par exemple ceux-là même qui ne respectent même pas, ne serait-ce que leur propre constitution dans les pays. On a un problème en Côte d'Ivoire, c'est le financement. Si tu me vois tourner sur tous les présidents que je conseille, c'est le financement. J'ai un problème. Je ne sais pas négocier les contrats et signer les contrats. On me copte pour mes conseils et je compte sur les gens pour au moins me payer après les conseils. Et quand les gens arrivent au pouvoir, ils ne me payent pas. Parce que je ne suis pas porté sur l'argent, donc je ne signe pas de contrat. Le dernier contrat que j'ai voulu signer, c'est avec un Béninois que je suis en train de conseiller et avec qui j'ai signé un contrat de 500 millions. C'est le seul contrat que j'ai signé. Monsieur Bernardoza, les élections présidentielles en 2015, le PDCI de Reconabédier, je ne vous apprends rien, Reconabédier à 80 ans a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a demandé bien sûr à tous ses amis, tous les électeurs du PDCI de voter pour Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, je pense que Reconabédier
n'est pas dans l'erreur. Parce que Konan Bédié suit exactement les ordres que Houphouët-Boigny lui a donnés. Parce que Houphouët-Boigny, dans le parti unique, ayant persécuté les Bété, depuis la mort dite accidentelle de Biaka Boda, sur la route de Dimbokro, ou comme par hasard, la voiture de Biaka Boda est tombée en panne. Après avoir été envoyé par Houphouët-Boigny pour aller rencontrer le juge Utilier à Dimbokro. Comme par hasard, Biaka Boda, qui était un sénateur, et que la France avait envoyé en Guinée, dont Houphouët-Boigny a insisté qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour combattre avec lui. Son assassinat est resté un des assassinats les plus mystérieux de la Côte d'Ivoire avec celui de Moké. Secondo, après que Houphouët-Boigny ait organisé l'assassinat de Dignan-Bayi, accusé qu'il était avec Didier Capri, d'avoir organisé l'assassinat de Diarra Souba, un homme du PDCI qui était à Daloa et qu'au cours des élections de 1957 pour les élections territoriales, dont les jeunes de Maïdio ont arrêté, qu'on a précipité dans la rivière et qui s'est noyé. Il faut considérer que Dignan-Bayi et Didier Capri sont responsables de la mort de Diarra Souba. Il a envoyé les gardes mobiles à Gagnoa. J'arrive. C'est pas du passé, ça? Non, j'arrive. Mais c'est le passé qui forme le présent. Quand tu n'as pas compris le passé, tu ne peux jamais comprendre comment fonctionne le présent. C'est avec le passé qu'on maîtrise le présent et qu'on prépare l'avenir. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le passé de son pays, c'est qu'il ne connaît rien du tout. C'est un mange-mille. Vous voyez? Donc, Houphouët-Boigny, après avoir fait cela, dans le complot de 63, où il dit que ses propres ministres ont comploté contre lui, on a encore envoyé dans le pays Bété une razzia. Sur les 96 condamnés à mort, il y avait 62 Bété. C'est-à-dire que le Bété est toujours dans le complot contre Houphouët. On a profité des événements de Gagnoa en 70 pour envoyer l'armée encore. Il y a eu 4000 morts dans le pays Bété. Dignan-Bayi, qui a échappé donc, parce qu'au lendemain de l'indépendance, Houphouët a demandé à Dignan-Bayi de venir à la présidence, se mettre à genoux pour lui demander pardon pour ce qui s'est passé à Gagnoa. Dignan-Bayi l'a fait avec ses partisans. Malgré ça, un jour, il paraît que Dignan-Bayi a fait un meeting à Gagnoa. Le PDCI a envoyé des gens. On est allé dans la maison de Dignan-Bayi. On a pris tous ses effets personnels, tous ses livres, tous ses documents. On les a brûlés sur la place publique à Gagnoa. Et comme ça ne suffisait pas, Houphouët-Boigny convoque Dianya Clément, le cousin de Dignan-Bayi, chez lui à la maison, à Yamoussoukro. Il dit à Dignan-Bayi, est-ce que tu peux tuer ton cousin? Dignan-Bayi dit, mais c'est mon cousin. Il dit, oui, mais voilà 20 millions, si tu le tues. Et puis, il y a une voiture Chambord pour toi, que j'ai commandée de France. Si tu me débarrasses de ce type-là. Dianya Clément prend les 20 millions. Il va à Gagnoa. Il invite Dignan-Bayi à l'hôtel de Cottage, à un déjeuner. Au moment où Dignan-Bayi arrive, il a déjà commandé le déjeuner. Il a mis la bile de caïman, la poudre de la bile de caïman dans la sauce. On revient à les élections présidentielles. On arrive. Donc quand Dignan-Bayi tombe là, Dianya Clément appelle le préfet de Gagnoa, Léon Konakofi, un cousin de Houphouët-Boigny, qui vient, que de prendre Dignan-Bayi pour l'envoyer à l'hôpital de Gagnoa. Non, on commande une ambulance à l'hôpital de Treichville, à Abidjan. L'ambulance quitte l'hôpital de Treichville, le temps d'arriver à Gagnoa, prendre Dignan-Bayi, pour le ramener à Abidjan. Dignan-Bayi est mort devant l'hôpital de Treichville, dans l'ambulance. Et maintenant, il y a eu la guerre de Gagnoa, où 70 personnes ont été tuées. Encore le même truc. On a saisi Nyambé Krabé. On l'a mis sur un camion et on l'a promené dans toute la région de Gagnoa. Et après, il a été abattu d'une balle dans la tête par Léon Konak, par Wassina Koné. Vous voyez? Et maintenant, en 82 encore, des étudiants se soulèvent à l'université d'Abidjan. Houphouët-Boigny vient à la télévision et ils dénoncent un complot Bété. Donc, Houphouët s'attendait, une fois qu'il serait mort, à la réaction du peuple Bété. Alors, comme il voit que les Baoulés ne sont pas assez courageux pour affronter la Bété, il est parti chercher un voltaïque, qu'il a nommé Premier ministre, et à qui il a donné un mandat de mater les Bété. C'est pour ça que dès le 28 février 1992, Alassane Ouattara a reçu tous les attributs de mater l'opposition.
Donc ce contrat-là, on le comprend. Dès que Ouattara a décidé d'être candidat de la République, candidat au présidentiel, c'est Bédier et les intellectuels Lacan qui écrivent l'ivoirité. Ce n'est pas Gbagbo qui a écrit l'ivoirité. C'est Bédier et les intellectuels Lacan qui ont écrit l'ivoirité. Et c'est eux qui l'ont mis dans la Constitution en disant que pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il faut être des pères et des mères ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Quand Ouattara a vu ça, il dit qu'il ne sera pas candidat en 1995. Pourtant, Gbagbo était son colistier. Et à cause de Ouattara, Gbagbo n'a pas été aux élections présidentielles. Il y a eu le coup d'État en 1999, organisé par Ouattara. Donc, quand Gbagbo, qui était au Gabon, affirme que bon, un coup d'État peut amener la démocratie, immédiatement, Bédier, voyant que c'est Ouattara qui était derrière le coup d'État, se range du côté de la loi. Il vient d'abord à Paris ici. Et la Constitution est écrite. Mais comme par hasard, la Constitution a repris encore à l'article 35 que pour être candidat en Côte d'Ivoire, il faut être des pères et des mères ivoiriens, et même ivoiriens de naissance. Donc du coup, elle enlève Ouattara vers la candidature présidentielle. En l'an 2000, Gbagbo est élu. Alassane Ouattara, au lieu d'accuser Bédier qui a écrit la Constitution, qui a influencé la Constitution depuis 1994, au lieu d'accuser Gueye, Alassane Ouattara dit que Gbagbo savait très bien que la Constitution n'était pas bonne pour lui, et il s'est présenté avec Gueye. Et que d'abord, Gbagbo ne lui a jamais dit qu'il voulait être candidat aux élections présidentielles, et encore moins être président de la République de Côte d'Ivoire. On va essayer de Donc, j'ai fini. J'ai fini. La question, c'est quand même un très Donc, quand on sort de là, on se rend compte que depuis la mort du Houphouët-Boigny, la peur des Baoulés, c'est l'affrontement avec les Bété. Donc, Bédier a envoyé Fologo, Bédier a envoyé Mme Brogrebé, des Ivoiritaires, de tenter de faire croire à Gbagbo qu'ils sont avec lui et que l'ennemi c'est Ouattara. Et Gbagbo est tombé dans le piège. Donc, du coup, dès l'instant où Ouattara devient l'ennemi de Gbagbo, les Baoulés font semblant de se mettre derrière Gbagbo, mais en réalité, ils sont avec Ouattara. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur de se retrouver face à face avec les Bété. Donc, avec tout ce que Ouattara a fait à Gbagbo Laurent, les Baoulés se sentent en sécurité parce qu'au moins, la manière dont Gbagbo Laurent a été maté, les Bété doivent comprendre un message à travers cela. Que si vous voulez continuer, voilà comment on va vous mater. Mais ce n'est pas nous les Baoulés qui vous matons, hein. C'est le voltaïque. C'est avec lui que vous avez un problème. Ce n'est pas avec nous que vous avez un problème. Donc, au moment où on dit, mais donc, si c'est l'étranger, il faut que l'étranger quitte. Donc, le PDC n'est pas prêt à être candidat. Bédier dit non. Je suis assez vieux, je ne peux pas être candidat. Mais personne d'autre n'est candidat non plus. Il va chez Ouattara, il prend 68 milliards. Et puis il dit au RHDP, le candidat unique du RHDP, c'est Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les Bété n'ont pas désarmé. Beaucoup de Bété, beaucoup de guerriers à l'ouest, qui ont été victimes des FRC, de la rébellion, l'ont fait pourquoi? À Diokoué, on a tué en une journée 850 personnes. Mais il y a une particularité dans ces gens qui ont été tués. Et tous étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes dedans. Les 850 personnes qui ont été tuées uniquement étaient des hommes. Donc il y a une volonté d'éteindre une ethnie, d'éteindre l'Ouest. On a compris ça. On a compris ça. Donc aujourd'hui, là, si Bédier ne veut pas se présenter, c'est parce que Ouattara n'a pas fini son travail. Son travail, c'est quoi là? C'est d'éliminer l'Ouest, d'affaiblir les Bété. C'est le contrat que Houphouët-Boigny lui a confié. Voilà pourquoi, dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, regarde le génocide qui a été fait à l'Ouest. Et qui en parle? On parle du génocide des Tutsis, mais personne ne parle du génocide qui a été fait à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Où les rebelles ont tué des gens à l'appel chaque jour. Qui en parle? Personne. Vous voyez? Donc, voici le plan ethnique. Voilà pourquoi j'ai dit, à la lutte où nous allons là, moi je me présente aujourd'hui comme un Bété. Il y a longtemps qu'on a joué le jeu de la démocratie en Côte d'Ivoire, mais ça ne marche pas. Mais non, chacun joue pour son ethnie. En réalité, c'est ça. La vérité, c'est cela. Donc, comme chacun joue pour son ethnie, sa région, Ouattara lui-même l'a dit, qu'il est venu pour que le Nord rattrape le retard dont le Nord a été victime depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent a été président de la République. Quand moi je regarde la Gagnoire, là,
Qu'est-ce qu'il a fait? Même les routes même ne sont pas faites. Même Gaillon, on dirait un village de brousse. Donc, l'Ouest est à rattraper aussi. Mais pour que l'Ouest, le discours de l'Ouest puisse rentrer là, il faut que nous, on prenne les armes pour sortir de la Côte d'Ivoire. Et puis on va à l'Ouest. Vous devez prendre les armes pour sortir de... Les rebelles ont fait presque, combien? 6 ans au nord. Ils ont coupé la Côte d'Ivoire, puis ils ont pris le nord. Ils ont même menacé que si ça continuait, ils allaient carrément prendre la République du Nord. Ils se sont imposés au nord. Jusqu'aux élections, ils étaient en armes au nord. Monsieur Bernadoza. Donc ce n'est pas moi qui parle de la région, de la tribu. C'est eux qui nous ont montré le chemin. Donc on va aller là-bas. Comme ça, chaque ethnie d'abord, chaque région va devenir autonome. On va avoir des présidents des régions. Et les présidents des régions vont s'asseoir. On va distribuer le budget national par région pour que chaque président des régions, étant issu d'une région, va développer sa région aussi. Monsieur Bernadoza, nous allons... Puisqu'aujourd'hui on développe le nord. Nous allons changer légèrement de sujet. On parle d'Afin Guessan. Afin Guessan qui se présente comme son mentor au FPI. Nous avons l'impression qu'il y a quand même un bicéphalisme qui se fait au sein de la structure du FPI, le parti de Gbagbo Laurent. Vous, aujourd'hui, lorsqu'on vous écoute, vous êtes un gbagboïste, parce que je sache. Un gbagboïste, c'est trop dit. Je ne suis pas l'MP. Je suis un ami de Gbagbo, ce n'est pas la même chose. Voilà. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec la présentation d'Afin Guessan, qui considère que ce sont leurs... C'est moi qui ai écrit depuis Cotonou que pour qu'on puisse avoir la chance de sortir Gbagbo de la haie, il fallait qu'il soit candidat du FPI contre Ouattara. Ça allait résoudre 2 problèmes. Un, on saura enfin qui a gagné les élections de 2010 et qui a amené la querelle post-électorale. Et 2, une fois que Gbagbo serait élu, il sortirait de la haie. Et j'ai pris 2 exemples. Il y a un brigadiste, un Italien de Brigade Rouge, qui était en prison et qui a été libéré au lendemain de son élection en tant que député. Et il y a un Béninois qui était en prison, condamné à 25 ans ou 20 ans, et qui est sorti de prison dès qu'il a été élu comme député. Donc je considère que si le président Gbagbo est candidat contre Ouattara, et que depuis la prison, il est élu par le peuple de Côte d'Ivoire comme président de la République, ça va casser le jugement pour qu'il sorte. Parce qu'en fait, tout ce qu'on cherche, c'est au moins que Gbagbo sorte de la prison. Parce que le FPI, là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo et Simon. Mais Afin Guessan se présente. Si Afin Guessan se présente, que Gbagbo dit se présente, logiquement, Afin devait retirer sa candidature. Mais comme il est instrumentalisé, il est payé par Ouattara. Aujourd'hui, c'est le journal de Ouattara, c'est-à-dire le Patriote, le journal de la droite qui fait sa promotion. Mais je crois que tous les enfants ont compris qu'Afin n'est plus à gauche, il n'est même plus dans le FPI. Ce qui l'intéresse, c'est utiliser le FPI comme tremplin pour aller légitimer le régime de Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Le président Alassane Ouattara parle de convergence 2020. Il dit clairement que son bilan est purement positif. La sécurité a repris ses droits, l'insécurité a diminué. Vous, aujourd'hui, est-ce que les droits de l'homme sont bien? Mais qui a ramené l'insécurité en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas Ouattara. Ce n'est pas lui qui a armé les rebelles pour venir frapper Abidjan. C'est lui. Donc, de quoi on parle? Le 19 septembre 2002, les Ivoiriens sont endormis. Au réveil, on se retrouve avec une rébellion, avec des armes qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Placés devant l'école de police. On a vu les cadavres pleins dans Abidjan. Il y a eu 400 morts entre 4h du matin et 10h le matin à Abidjan. Mais est-ce que c'est Alassane Ouattara qui l'a fait, puisqu'il n'a même pas revendiqué? Mais c'est Solo Guillaume qui l'a revendiqué. Solo Guillaume, c'est le RDR, c'est Ouattara. Il n'y a pas de lien entre Solo Guillaume et Alassane Ouattara. Attends, Solo Guillaume était colistier dans les débats pour les élections législatives à Port-Boué. Pour les élections municipales à Port-Boué. Il était colistier dans les débats, numéro 2 du RDR. Donc Solo Guillaume n'est pas neutre. Mais vous parlez de Solo Guillaume, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ici. Vous l'avez aussi, peut-être comme on le dit, dans certains milieux, vous l'avez formé. On a du mal à comprendre que vous le rejetez comme ça, puisque vous appelez même pour être le président du MPCI. Écoutez, moi j'ai reçu Solo Guillaume chez moi, en 1999, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, poursuivi par Bédier, selon la loi anti-casseurs qui veut le mettre en prison pour avoir organisé une manifestation qui a dérivé. Quand il est venu à Paris, il est venu chez moi avec Marcel Aïpou. Il avait un problème. C'est vrai, on a discuté idéologie, on a parlé, bon, comme il venait de la FECI, donc je pensais réellement qu'il était à gauche. Mais il avait un problème que je pense qu'il a conduit dans les bras de Ouattara. Il avait un problème qui était que l'OFPRA
lui avait demandé de payer une certaine somme comme caution s'il voulait obtenir ne serait-ce qu'un récépissé, dans la mesure où l'OFPRA ne reconnaissait pas les opposants ivoiriens. Donc, on en a parlé avec Martial. Et moi, j'ai dit à Martial de l'amener à la cellule de communication que Ouattara avait installée au métro Kléber, à l'avenue Kléber. Il y avait une cellule de communication qui était dirigée par Guédé Pépé, Digam Sassenak, et Alain Toussaint, qui sortait donc, qui avait été chassé, qui venait d'être chassé d'Africa numéro 1, où on l'accusait de faire la promotion de Ouattara. Donc, en quittant Africa numéro 1, il a fait un document qu'il a distribué dans toutes les rédactions en Paris, où il a dit qu'il défend Ouattara parce qu'il considère que Ouattara est victime en Côte d'Ivoire de la xénophobie. Et que Ouattara, sa situation en Côte d'Ivoire ressemble à celle de Mandela ou en Afrique du Sud qui lutte contre l'apartheid. Donc, dès que Africa numéro 1 l'a renvoyé, Ouattara l'a pris dans son bureau de communication. Donc, dans le mois de mai ou juin, quand Ouattara fait sa première conférence de presse à Paris, principalement à l'hôtel Méridien, au cours de laquelle, conférence publique, au cours de laquelle il déclare que si on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est du Nord et musulman. Toussaint Alain m'avait demandé de venir pour présenter Ouattara, lui et Sérac. Je dis que non, Ouattara est un homme de droite. Je suis un homme de gauche, je ne veux pas le présenter Ouattara dans un meeting. Donc, Toussaint Alain m'a dit qu'il va appeler un journal d'Africa numéro 1 pour présenter Ouattara. Et finalement, il n'y a eu personne. C'est Guillaume Sénac lui-même qui a présenté Ouattara à cette conférence. Les cassettes existent. Tu vois? Les cassettes sont là. Donc, le problème qui est posé, c'est comment Alain Toussaint se retrouve comme conseiller de Gbagbo. Parce que nos hommes politiques africains, ils ne font jamais d'enquête. Tu prends un petit blanc en Paris, si tu l'habilles, là, tu arrives à Abidjan, tu dis à Gbagbo, voilà, c'est le premier conseiller en communication qui a travaillé l'image de Sarkozy, il ne va même pas chercher, il va le prendre. Donc, Alou Eugène a envoyé tout ça pour dire à Gbagbo, voilà, c'est un jeune, Sama de Gayo, il était journaliste à Africa numéro 1, et il a fait ses études au Canada, Gbagbo l'a pris comme conseiller. Et il a signé un décret. En nommant tout ça comme conseiller de la Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, avec résidence en France ici. Donc, le 19 septembre 2002, quand Gbagbo s'est retrouvé en Italie, tout ça l'accompagnait au nom de la Côte d'Ivoire, et quand le pays a été frappé, c'est donc de l'Italie que tout ça a pris le micro pour dire aux médias occidentaux qu'il est le conseiller spécial du chef de l'État. Or, ce n'est pas ce que le décret de Gbagbo dit. Mais Gbagbo, qui est un homme un peu bizarre, n'a rien dit à tout ça. Voilà donc comment tout ça se retrouve comme conseiller de Gbagbo. Alors, quand les gens disent oui, mais Doza a été conseiller de Ouattara, je dis jamais, moi je ne connais pas Ouattara, je ne lui ai jamais serré la main, je ne sais même pas où il est. Il sait que sa maison se trouve à Victor Hugo, mais tous ceux qui y ont été filmés. Quand tu vas chez Dominique Ouattara pour prendre l'argent, il y a une caméra qui te filme. Mais cela ne veut pas dire forcément que c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Écoutez, tout concourt aujourd'hui à expliquer comment Ouattara a financé la rébellion. Parce qu'on n'a même pas besoin de preuves pour ça. D'abord, comment se fait-il qu'en 2011, Ouattara, malgré tous les édifices qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est à l'hôtel du Golfe, qui est le lieu où la rébellion a son QG depuis que selon Guillaume est entré dans le gouvernement de Gbagbo, que Ouattara prend son bureau de campagne. Donc, il savait très bien comment les élections allaient se terminer. En prenant son bureau de campagne, dans le QG des rebelles, il savait comment ça allait se terminer. Donc, depuis le début, Ouattara a pris en charge Solo Guillaume comme son petit. Il a envoyé Solo Guillaume dans la rébellion, revendiquer la rébellion, parce que lui-même ne pouvait pas se mettre devant. Ils étaient deux pour gérer la rébellion. Il y avait Ibé, il y avait Solo. À l'arrivée, les deux ont réglé un compte et un est resté. Ouattara en a fait le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, la personne qui devient président de la République, c'est qui organise les élections officiellement? C'est qui? C'est Solo. Voilà. L'ex-première dame Simone Gbagbo est incarcérée à Guinée. Mm-hmm. On parle de justice. Certaines personnes parlent de justice de la vainqueur. On dit qu'elle n'est pas incarcérée et qu'elle est dans une résidence surveillée. Est-ce que vous pensez en toute sincérité qu'il y a quand même une justice en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous reprochez quand même quelque chose à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire? Je pense que Simone Gbagbo est un otage. Elle est un otage de Ouattara. Parce qu'en réalité, ce que la France et Ouattara reprochent à Simone Gbagbo, ce sont ses propos qu'on juge d'un radicalisme inouï. Tu vois.
D'ailleurs, il suffit de voir comment Ouattara a géré les événements du 28 février 1992, au lendemain de l'agression des étudiants de Yopougon par l'armée ivoirienne. La manifestation de toute l'opposition ivoirienne. Ouattara a amené des policiers et des gendarmes qui ont utilisé une violence inouïe, principalement contre Simone Gbagbo, qui est sorti de cette manifestation-là, évanouie, qu'on a bastonné jusqu'à ce qu'elle soit évanouie. Et on l'a envoyée à l'hôpital de cette manifestation-là. Donc, il y a quelque chose qui est propre à Ouattara. Parce que quand je vois en même temps la manière dont Simone Gbagbo a été traitée à l'arrestation de Gbagbo en 2011, elle a été de nouveau battue. Ses cheveux ont été arrachés par la FRC, qu'ils ont distribués comme butin de guerre. Donc, aujourd'hui, elle est à Odiéné comme une sorte d'otage. Si elle n'a pas été déportée à La Haye, c'est parce que certaines personnes du PDCI ont dit non à Ouattara. Que dans cette voie-là, on ne peut pas te suivre. Tu as déjà envoyé le mari, si tu envoies la femme, l'opinion va se retourner contre nous. C'est pour ça qu'elle est encore à Korogo. Elle est encore à Odiéné, mais elle n'y est pas parce que Ouattara est gentil. Il n'a pas le choix. Donc elle est devenue une sorte d'otage. S'il était un homme responsable, il allait la libérer, sans condition. Le mari seul suffisait. Mais Ouattara considère Simone Gbagbo comme l'aile radicale qui pousse Gbagbo à prendre des décisions qu'il ne pouvait pas prendre le seul. Voilà pourquoi elle est à Odiéné, dans un état déplorable. On nous dit oui, mais il y a un avocat, il y a un médecin. Oui, mais les informations que nous avons ne sont pas celles qu'on nous donne. Guillaume Soro, je reviens encore sur lui, puisqu'il est quand même président de l'Assemblée nationale. Non. Ahmed Bakayoko, ministre d'État et ministre de l'Intérieur, on voit dans certains journaux qui sont pressentis comme des futurs chefs d'État. Est-ce que c'est là... Je sais pas, parce que ça montre vraiment que nos pays africains sont considérés comme des États sauvages, où on peut prendre n'importe qui, on le met au sommet de l'État. comment ça n'importe qui, Guillaume Soro quand même, pour vous... Guillaume Soro connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Posez-lui, vous voulez les journalistes, posez-lui un jour la question. Les Français ont mis le pied en Côte d'Ivoire quand? La première fois. C'est la question qu'on doit... Demandez-lui à Guillaume Soro quand est-ce que les Baoulés ont quitté le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. Demandez à Guillaume Soro d'où viennent les Sénoufos. Mais Ahmed Bakayoko alors dans ces conditions? Mais non, attends, Ahmed Bakayoko c'est un loupard. C'est un loupard. Il était à l'université pour frapper les étudiants de la FESI. C'est Ouattara qui en a fait son Pygmalion. Et c'est lui qui a créé un journal pour le nommer directeur de rédaction alors qu'il n'a jamais été journaliste. Vous l'avez rencontré, Ahmed Bakayoko? Je ne l'ai pas rencontré. Quand on dit quelqu'un a rencontré quelqu'un, c'est qu'on a demandé une audience. On est venu me chercher. Qui est venu vous chercher? La FRC. Parce que chaque jour, je frappais sur Ouattara depuis 2011. Et de quoi vous avez parlé, si ce n'est pas trop vous demander, surtout dans le bureau? Ahmed Bakayoko a dit j'étais le grand frère, que depuis 1988, il écoutait mes cassettes. Il a conservé même la cassette du débat que j'ai fait avec Bala Keïta, ainsi de suite. Il ne comprend pas que Gbagbo ait pris le pouvoir et qu'il ne m'a jamais appelé. Et qu'à la fin du pouvoir de Gbagbo, je viens encore pour m'apprendre à Ouattara. Alors qu'eux, ils avaient besoin de conseils de ma part. La discussion a tourné court. Je suis rentré chez moi. Vous ne pensez pas que vous devez apporter certaines propositions pour changer la donne en Côte d'Ivoire, vous qui avez l'expérience de conseiller plusieurs chefs d'État? Et à qui je devrais apporter cette proposition-là? Je ne sais pas. Vous rencontrez quand même Ahmed Bakayoko, vous avez déjà rencontré Sorobio. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Premier producteur mondial du cacao. Premier producteur mondial du cacao. Ça veut dire que le cacao brut et les dérivés du cacao rapportent des milliards. Nous sommes le pays majoritaire dans l'économie de la BCEAO, majoritaire. On parle même de près de 50% de la masse monétaire de l'Ouest africain. Et puis, vous nommez des gens qui n'ont aucun pédigré, qui ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Demandez à M. Bakayoko quand est-ce que le président français, qui a même signé le décret là, qui fait de nous la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle déjà? Demandez à M. Bakayoko pourquoi on appelle les peuples de l'Ouest qu'on les appelle des Krou. Pourquoi? Le mot Krou, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut être président de Côte d'Ivoire, là, il doit au moins connaître l'histoire des peuples de Côte d'Ivoire. Il doit connaître au moins l'histoire, depuis la colonisation, de tous ceux qui sont battus contre la pénétration coloniale et de ceux qui ont collaboré. C'est le minimum. Parce que tu peux te retrouver devant un petit journaliste qui peut te coincer devant une caméra en direct. Tu vois? Quand on ne connaît pas ça là,
on va au village et puis on plante des cacahuètes. Et on attend que ça pousse. On ne cherche pas à prendre le pouvoir par les armes. Parce qu'après, il faut parler. Comme les candidats Camara, qui font des fautes graves devant la caméra. Ce sont les ministres de l'Éducation nationale. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, de la Guinée, pour jouer au basketball. Et du jour au lendemain, tu te retrouves comme ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne. On est bien tombé bien bas. Je tenais à remercier les Ivoiriens. Et je leur demande de garder espoir. Que le pays n'est pas perdu. Beaucoup d'Ivoiriens meurent aujourd'hui de n'importe quelle maladie parce qu'ils ont mal à leur pays. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà de ce qu'on voit, il y a d'autres choses qui se passent. Nous avons un démon en chair qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. On voit que M. Douza n'a pas trop changé, il radicalise toujours sa position. Mais ce n'est pas moi qui radicalise. C'est la condition de vie que mène le peuple de Côte d'Ivoire qui m'amène à tenir des propos comme cela. On a lutté contre la démocratie pendant le parti unique. On a accepté tout du faux, y compris même les génocides. Et on arrive dans la démocratie. Et dans la démocratie encore, on nous démontre que la démocratie n'existe que pour les pays civilisés, que nous sommes des sauvages. On vient bombarder mon pays pendant 16 jours, sous la dictée d'un individu, dont les origines même ivoiriennes sont douteuses. Et dans quel état d'esprit vous voulez que je sois? Que je sois heureux? Moi, je peux aller me présenter au Burkina Faso pour être candidat? Est-ce que moi, je peux aller me présenter au Bénin pour être candidat aux élections présidentielles? C'est ça. Si je ne peux pas le faire, donc Ouattara n'a pas le droit d'être assis sur le fauteuil présidentiel du peuple de Côte d'Ivoire. Donc il y a un minimum. On connaît la place du fils de l'esclave dans la maison. Monsieur Bernard Doza, on vous remercie. Merci beaucoup. Nous venons d'interviewer M. Bernard Doza, qui est journaliste, qui nous expliquait parfaitement ses inquiétudes. Il a parlé d'une démocratie qui va au ralenti. La Côte d'Ivoire va mal chez Bernard Doza. Je tiens sincèrement à le remercier. Merci et au revoir.